Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Media Lab pour ce nouveau numéro de T'as vu, un magazine réalisé par les étudiants en master de journalisme de la FLSH. Au sommaire de ce magazine, la polémique autour du nouveau bar identitaire à Lille, puis nous décrypterons le nouveau plan de déplacement dans la métropole lilloise, avant d'aller à Waterloo pour visiter une exposition particulièrement frissonnante. Et pour finir, nous nous intéressons à une expérience de tricot. Et nous démarrons tout de suite avec l'événement médiatique du moment à Lille, l'ouverture d'un bar identitaire et ses manifestations d'opposition, un reportage réalisé par Vincent Morel et Pierre Gaud. Samedi 24 septembre, place République à Lille. Ils sont près de 500 personnes à manifester. Menés par le groupe antifasciste, les slogans sont clairs. Voilà maintenant depuis 3 semaines que la métropole lilloise s'agite autour d'un sujet, l'ouverture de la Citadelle, un établissement dit associatif, mais surtout le nouveau QG du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire. Dès cette annonce, une polémique s'est créée et n'a cessé de gonfler. Faut-il laisser un bar de ce genre s'installer à tout juste 200 mètres de la Grande Place? La question défoule les passions. Un sujet à la base locale est alors devenu national. Retour sur un emballement médiatique. On vous en parlait hier et tout au long de la journée, un local tenu par un groupe d'extrême droite va ouvrir ses portes samedi. Controversé dès l'origine, le bar identitaire a profité d'une initiative pour se faire connaître. Celle de Josiane Dabi, conseillère municipale au quartier des Moulins, qui décide de lancer une pétition en ligne pour réclamer sa fermeture. Les médias commencent alors à s'activer. Au début, dès le lendemain de ma pétition, la Voix du Nord m'a appelé, ce qui me paraissait logique, puisque c'était au niveau régional, quoi. Ensuite, il y a France 3 aussi qui m'a contacté, qui a fait un reportage, et après c'est parti dans tous les sens. Moi, comme je rappelle, si je faisais 200-300 signatures, pour moi au début c'était bien, quoi. Aujourd'hui, elle en est à plus de 60 000 signatures, et ses interventions sont loin de se terminer. À peine nos questions finies, c'est au tour de BFM de prendre le relais. Josiane Dabi continue son marathon médiatique avec toujours le même message. Légèrement dépassée, Josiane Dabi veut aujourd'hui étendre sa pétition à une lutte contre les fascistes en France. Mais une seule chose la froisse, faire de la publicité à la Citadelle. Et c'est pourtant ce qui se passe. Jour de l'inauguration, une dizaine de camions CRS sont au rendez-vous. Les journalistes sont aussi présents en nombre. M6, France 3, RT France, AFP, même le petit journal a fait le déplacement avant gentiment de se faire renvoyer dans les cordes. C'est ce que c'est. On vous demande de reculer. On nous interdit d'accès au trottoir, donc je pense que rentrer dans le bar, ça va être un petit peu compliqué. Aurélien Verracel, responsable de Génération Identitaire en Flandre et président de la Citadelle, se réjouit de cette médiatisation. Un brin provoquant. Bien entendu que cet emballement nous a servi. Bien entendu, nous remercions Josiane Dabi de nous avoir fait autant de pubs. Nous l'invitons d'ailleurs à venir boire un verre. Le discours est bien rodé. Pour accéder au bar, 2 conditions doivent être respectées. Un abonnement de 10 € pour l'année, mais surtout être un patriote sincère. Autrement dit, défendre la culture flamande, française et européenne. Quant à savoir si des mesures discriminatoires seront appliquées, Aurélien répond franchement. Nous sommes un pays de marchands, nous sommes un pays de marins. Il y a toujours eu des apports extérieurs. Il peut y avoir des apports extérieurs qui deviennent français et qui deviennent des patriotes sincères. Ceux-là sont les bienvenus. Mais il faut qu'il reste des exceptions. L'exception ne fait pas la norme. Après avoir organisé des journées presse la semaine passée, Aurélien Verracel se permet aujourd'hui de sélectionner ses interviews. Seules 2 équipes de journalistes pourront lui parler. Maître dans la communication, il assure pourtant ne pas avoir déployé de grands efforts pour promouvoir son établissement. Ça, c'est un principe de communication de base. C'est au plus les médias en parlent, au plus les autres médias veulent en parler. À partir du moment où un gros média s'y intéresse, les autres médias n'ont plus d'autre choix que de s'y intéresser. Mais le rôle des journalistes interpelle. N'ont-ils pas cherché à faire de la Citadelle un buzz et donc le mettre involontairement en avant? Il y a un emballement médiatique. Le problème, c'est que sur ce genre de sujet qui parle d'identité, d'extrême droite, ce qu'on appelle la fachosphère aussi sur Internet, malheureusement, c'est à la fois un sujet de société et en plus un enjeu de campagne aujourd'hui. Donc oui, il y a un emballement médiatique, mais malheureusement, on est pris au piège de notre propre jeu, nous. Les 3 dernières semaines ont donc été intenses. Toujours est-il que l'histoire semble loin d'être finie. Et avec nous sur ce plateau, Pierre Gaud. Bonjour Pierre. Bonjour Camille. Alors, quelle était l'ambiance lors de ce premier jour d'ouverture du bar? L'ambiance était pesante. On a remarqué qu'il y avait clairement une tension. Dès notre arrivée, il y avait à peu près une quinzaine de camions CRS donc, qui quadrillaient le quartier pour éviter tout débordement avec les manifestations antifascistes
qui se déroulait à moins d'1 kilomètre. Donc oui, et puis même nos collègues journalistes étaient pas très sereins. On voyait qu'ils avaient du mal à approcher les adhérents du bar. Donc oui, c'était tendu, oui. D'accord. Est-ce que Josiane Dabi va continuer son combat ? Oui, elle va le continuer. J'ai envie de dire que c'est juste le commencement. Elle voulait, juste après la manifestation, elle nous a confié vouloir rencontrer Martine Aubry. Le problème, c'est que la maire de Lille, elle ne peut pas faire grand-chose parce que l'établissement est dans la légalité la plus complète. Donc, ils ne peuvent pas le fermer. Mais du coup, son projet, c'est d'étendre sa pétition et en faire une pétition nationale contre les fascistes en France. Voilà. D'accord, très bien, merci Pierre. Et maintenant, parlons économie avec une nouvelle pétition pour lutter contre le nouveau plan de déplacement mis en place sur la métropole lilloise. Éléonore Sinoquet, Florian Lambert et Vincent Morel ont été recueillir les avis des commerçants sur place. Le 22 août dernier, un nouveau plan de circulation est entré en vigueur pour lutter contre la pollution dans la métropole lilloise. Au début du mois de septembre, un commerçant lance alors une pétition signée par 700 de ses confrères. Le but, pointer du doigt les problèmes causés par ce plan pour faire réagir la mairie de Lille. Un mois après, leurs craintes se sont confirmées et ils essuient déjà les revers de ces changements. Aujourd'hui, les dispositifs de dissuasion de pénétrer dans la ville, que la MEL, les techniciens et ingénieurs de la MEL ont appelé des verrous de circulation, ces verrous fonctionnent parfaitement puisqu'on n'a plus personne en ville. Les parkings sont à moitié vides alors qu'ils étaient pleins avant, donc il n'y a pas de voitures, ou très peu de voitures, comparé à avant. Donc évidemment, comme plus de la moitié des achats effectués se font toujours par des gens en voiture, eh bien, nous sommes fortement impactés au niveau de nos chiffres d'affaires par ce nouveau plan. Et déjà, avec un mois de recul, dans cette rue, il y a déjà 6 licenciements. Mais Arnaud Roger ne perd pas espoir et persévère à se faire entendre. Donc nous, ce qu'on demande à la mairie, c'est de réagir vite, ou de nous dire tout de suite qu'il ne veut pas réagir, de façon à ce qu'on puisse prendre nos dispositions et sauver nos entreprises en les déménageant. Lui ne veut pas partir. Guillaume Retaille a décidé de prendre ce nouveau plan de circulation avec humour, mais toujours dans la contestation. Jeudi, quand je suis rentré de chez mon fournisseur et que j'ai découvert l'ampleur du chantier, que je n'avais pas imaginé puisque j'étais pas au courant qu'il allait y avoir un chantier, je me suis dit je vais pas les laisser passer ça, que ça me libère en fait, sinon je vais faire un ulcère, donc je fais une vidéo et voilà. Depuis la rentrée, il y a un nouveau plan de circulation dans l'île qui nous enquiquine un petit peu chaque matin. Eh bien il faut relativiser parce que depuis ce matin, il n'y a plus aucun moyen d'accéder à la boutique. Et ça, bien sûr, sans être absolument prévenu par la mairie. Et jusqu'au 15 octobre, tu dis ça durait 2 jours, ce serait trop marrant. Alors voyez en France comment on traite les petites entreprises. Eh ben on n'en a rien à foutre des petites entreprises. Après 250 000 vues, il n'en revient toujours pas. Je pensais pas du tout que tout le monde allait partager cette vidéo et en parler. Et comme le sujet de la circulation depuis la rentrée est un sujet un peu tabou, quoi, enfin, c'est le sujet qu'il faut pas aborder sinon tout le monde gueule, bah, je pense que du coup, là, ça fait une sorte de grosse boule de neige qui me dépasse un peu. Malgré ces contestations, le nouveau plan de circulation reste effectif. Les commerçants devront faire avec pour le moment. Florian Lambert nous a rejoint pour mieux comprendre ce nouveau plan mis en place le 22 août dernier. Bonjour Florian. Bonjour Camille. Alors pourquoi les commerçants sont-ils à ce point impactés? Alors si on doit parler d'impact, on va dire que l'impact est très négatif pour les commerçants, tout simplement parce que vous l'avez vu dans le reportage, la rue Escarmoise est vide, c'est-à-dire que les piétons passent effectivement, mais on nous confie en off, Arnaud Roger que vous avez vu dans le reportage, nous confiait que 80% des clients de la rue Escarmoise avant étaient des clients qui avaient des voitures, qui les gardaient dans les parkings. Aujourd'hui la rue Escarmoise n'est plus accessible en voiture, donc les parkings sont vides, et donc forcément ça fait beaucoup moins de clients pour les commerçants et donc un impact très négatif pour eux. Très bien. Et en quoi consiste la pétition lancée? Alors la pétition a été lancée avant la mise en place du plan, ils l'ont su avant qu'il allait avoir ça, etc. Malheureusement ça n'a pas suffi, le plan de rénovation a été fait, les commerçants sont très déçus, très en colère également. Tout ce qu'on peut voir c'est des manifestations soit par la parole, soit par des vidéos humoristiques comme on a vu sur YouTube. Mais malheureusement, la pétition ne va pas vraiment marcher, il n'y aura pas d'effet sur les commerçants. Et c'est dommage pour eux. Maintenant, un point peut-être un peu plus positif pour nous, c'est nous les piétons, c'est-à-dire que la rue Escarmoise est plus dégagée, c'est plus agréable de se balader. Mais effectivement, pour eux, si on se met à leur place, c'est quand même très désagréable d'avoir une rue Escarmoise vide et donc pas de clients, quoi. C'est quand même très dur pour eux. Donc la pétition n'aura pas d'impact réel? Je ne pense pas. C'était pas en tout cas le
le ressenti qu'on a eu en leur parlant. Ils savaient que ça a été un peu cause perdue. Après, ils se battent, ils sont là, ils se parlent entre eux, mais on sent qu'à partir du moment où ça a été mis en place, ça va être dur de faire un retour en arrière et je pense qu'ils le savent. Très bien Florian, merci. Merci à toi. Alors, des ateliers anti-gaspillage pour la fabrication de produits ménagers ou cosmétiques ont été organisés à l'Université catholique de Lille jeudi dernier. Julie Cavier et Valentine Leroy se sont rendues sur place. Le 6 octobre, membres de l'administration et élèves de l'Université catholique de Lille ont reçu un cours atypique. Le thème, la sensibilisation au gaspillage. L'intervenante Sophie Free a animé 2 ateliers. Le premier pour la fabrication de produits ménagers et le deuxième pour les produits cosmétiques. Le tout avec des ingrédients naturels. J'ai commencé à fabriquer mes produits cosmétiques en étant jeune maman. J'avais envie d'avoir des produits de meilleure qualité. Et j'ai fait aussi la même démarche sur les produits ménagers. En fait, je me suis formée à la cosmétique naturelle. Donc je fabrique mes propres recettes, je les invente. Je vais en empirique, c'est-à-dire un peu en mode sorcière. Je rajoute un peu de ça, un peu de ça et je teste mes résultats. Comme je connais les ingrédients, leurs spécificités, leurs textures, etc., à l'usage, c'est facile pour moi de créer les recettes. Parfois, je tombe sur des recettes de blog ou de sites internet et ça m'inspire et ça me donne envie d'aller plus loin. Et soit je les fais telles quelles, soit je corrige les recettes selon mes envies. Mais je suis assez autonome finalement dans l'idée de fabriquer et d'inventer mes propres recettes. Et aujourd'hui, ça fait 7-8 ans que je fabrique moi-même tous mes produits ménagers, tous mes produits cosmétiques que j'utilise dans le quotidien avec grand plaisir. Fabriquer ses propres produits prend plus de temps que les acheter en grande surface. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine ? Sur les produits ménagers, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai calculé, pour notre famille, ça nous revient à 40 € par an de fabriquer tous nos produits ménagers, lessive compris. Alors, la plupart des ingrédients, on peut les trouver notamment en magasin bio. Il y en a un peu partout dans la métropole lilloise, donc c'est assez facile de s'en procurer. Sur les produits cosmétiques aussi, on a la plupart des ingrédients en magasin bio ou voire sur Internet aussi. Mis bout à bout, on utilise peu d'ingrédients pour fabriquer la totalité des produits dont on a besoin dans le quotidien. Et c'est aussi une logique de réduire sa consommation. On a moins de besoins, on est moins tenté par finalement le marketing qui nous donne envie d'acheter des produits qui sont très jolis. On va sur des produits un peu plus simples et dont l'usage est utile dans la vie quotidienne. Lors de l'atelier cosmétique, Sophie Free a livré plusieurs de ses recettes. Pour celle de son baume nourrissant au beurre de karité, comptez 1,5 cuillère de beurre de karité, 1 cuillère d'aloe vera, 1 cuillère d'huile de macadamia, 5 gouttes d'extrait au choix et 3 gouttes de vitamine E. Valentine Leroy nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Valentine. Bonjour Camille. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous a appris ces ateliers ? Comme l'explique Sophie Free dans le reportage, en fait, ça nous apprend à ne pas gaspiller. Donc déjà, pour les petits bocaux, parce que ça peut se réutiliser et tout. Donc, on n'a pas à en racheter en grande surface à chaque fois, on le remplit juste. Donc on fait une économie sur les emballages, mais également sur les produits. Comme on les fabrique nous-mêmes, on fait un peu plus attention avec les doses et avec la consommation. Et en plus de ça, on s'habitue à ne plus avoir de fortes odeurs sur nos vêtements ou sur nous. On choisit le dosage et puis du coup, c'est un petit peu plus soft. Et est-ce que vous avez une recette à nous proposer ? Alors en dehors du baume réparateur que j'ai là et qui était dans le reportage, on a fait le gommage oriental. Enfin, c'est assez court et c'est simple à faire, ça prend même pas 5 minutes à faire. On prend 4 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin, de tournesol ou de macadamia, 4 cuillères à soupe de sucre de canne en poudre pour le gommage, 2 cuillères à soupe de noix de coco râpées et 5 gouttes d'huiles essentielles ou de fragrances naturelles. Mais attention, les huiles essentielles, c'est à éviter si vous êtes enceinte. Mais c'est facile de se procurer ces ingrédients du coup ? Oui, on les trouve en grande surface ou on les trouve dans les magasins bio si on préfère faire le total bio. Très bien, merci Valentine. De rien. Et je me suis rendue à Wattrelos avec Victor Bastard pour découvrir une exposition étonnante, Le Nord mystérieux. Voici notre reportage. Le musée des arts et traditions situé à Wattrelos est un lieu typique et atypique du Nord. Des objets du passé sont disséminés un peu partout dans cette ancienne ferme, façonnant un décor hors du temps. Un musée des traditions populaires, en fait, ça consiste à rassembler des objets usuels qui ont marqué la vie des gens dans les campagnes, mais également dans les villes, à partir du XVIIIe siècle, on va dire, jusqu'aux années 50, et à reconstituer l'histoire de ces objets, soit en exposant directement les objets, soit en reconstituant des scénettes ou des moments de vie des années précédentes. Ce musée s'est transformé en lieu hanté le temps de l'exposition Nord mystérieux. Le photographe Franck Allot a mis à jour les lieux hantés et mystérieux de la région du Nord-Pas-de-Calais, tels que le château de Ziloff ou la pierre du diable du Beuvry.
Alors le musée effectivement expose des objets anciens, mais organise plusieurs fois dans l'année, 4 à 5 fois, des expositions temporaires sur des thématiques un peu plus précises. Ça peut être sur les fermes, ça peut être sur un thème comme le cirque, les histoires des jouets, etc. Mais c'est toujours en lien évidemment avec le musée. Alors en ce moment, le Nord Mystérieux, c'est une opportunité qui s'est présentée à nous avec un photographe qui s'appelle Franck Allot, qui est un passionné de lieux mystérieux et notamment de maisons hantées. Donc il nous avait proposé d'exposer quelques photos que vous avez un peu partout actuellement dans le musée. Donc c'est un peu un prétexte en fait. Donc on a décidé de jouer la carte du fantastique, de l'épouvante pendant 2 mois dans le musée à partir de ces photos. Et on a également fait venir une association qui s'appelle Bulle Carré, qui est spécialisée dans les bandes dessinées, qui organise d'ailleurs ce week-end un festival de bandes dessinées sur Waterloo. Et cette association a également amené quelques éléments supplémentaires, la table par exemple qui est à côté de moi, etc. C'est en effet un lieu pas comme les autres, à la fois étrange et ludique. On cherche à faire un petit plus, c'est-à-dire que exposer uniquement des photos ou des histoires sur un thème, bon, ça fait un peu scolaire, etc. Donc c'est quand même plus sympathique d'essayer de faire vivre une exposition à travers la reconstitution de scénettes. Donc on utilise des mannequins, des objets pour essayer de monter une petite histoire et quand on le peut, avec certaines expositions, effectivement, on transforme quelques pièces du musée en lien avec l'expo. Si vous n'avez pas peur des fantômes, n'hésitez pas à venir à Waterloo pour visiter cette exposition, visible jusqu'au 27 novembre. Et Victor nous a rejoint pour nous en dire un peu plus. Bonjour Victor. Bonjour Camille. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette exposition? Est-ce que vous l'avez trouvé atypique? Alors oui, c'est un lieu assez atypique. Donc comme on l'a vu dans le reportage, c'est un musée des arts et des traditions populaires. C'est-à-dire que c'est un musée qui reconstitue des scènes d'autrefois, des scènes typiques du Nord. Il y avait des ateliers de tailleurs, des ateliers, des étals de bouchers, etc. Mais la particularité, c'est que le musée s'adapte aux expositions qu'il propose. Là, on a vu, c'était l'exposition de Franck Allot, donc une exposition sur les lieux mystiques, étranges, voire hantés. Et donc le musée s'adapte. Donc c'est assez rare de voir ça. Il y avait donc on a des toiles d'araignée, des masques ensanglantés, etc. Donc c'est rare de voir un musée qui s'adapte à chacune des expositions qu'il propose. Monsieur Tony Maquet nous expliquait dans le reportage que lorsqu'ils font une exposition sur le cirque ou autre, ils adaptent à chaque fois les mannequins à l'exposition qu'ils proposent. Et vu que vous habitez dans le Nord, est-ce que vous connaissez des lieux hantés ou des légendes du Nord? Alors non, moi perso, j'en connaissais pas, hein, mais c'est vrai qu'on peut citer, il y avait des photos de la maison de Fort-Lapin, peut-être que certains en reconnaîtront ces endroits, de château d'Esquelbec ou la dame de Brenadard. Alors encore une fois, le directeur adjoint du musée nous a expliqué que les personnes venaient à l'exposition avec un bloc-notes pour la plupart, et ils notaient des informations, notaient les lieux, les adresses, pour après se rendre sur place pour se faire une petite frayeur. Donc une exposition que vous pouvez découvrir jusqu'au 27 novembre. C'est bien ça. Merci. Merci Camille. Et le tricot revient à la mode. Gaspard Dael et Adrien Kilico sont partis à la découverte d'ateliers de tricot. Voici leur reportage. Aujourd'hui, nous allons bouleverser votre univers. Vous pensiez tous savoir du tricot? Eh bien vous vous trompez. Point jersey, point en croix, crochet, autant de techniques ancestrales transmises de génération en génération. Pour toi, jeune apprenti, on a voulu détricoter tout ça. Le premier rendez-vous est pris avec une experte en la matière, au cœur de l'Université catholique de Lille. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter aussi un petit peu ce que vous êtes en train de faire ici? Alors, je m'appelle Valérie. Mon nom d'artiste, on va dire, c'est Lady Nitty. Donc, on a fait appel à moi pour un projet qui s'appelle faire du yarn bombing. Donc, c'est recouvrir du mobilier urbain avec de la laine. Donc, du coup, on va faire du crochet, du tricot. Et là, en l'occurrence, je suis en train d'expliquer à faire des mandalas en laine qu'on mettra dans les arbres. Voilà. Donc, je pense que ça donnera quelque chose de très joli. J'espère, en tout cas. Donc vous réhabilitez un art qui se perd un petit peu, qui est considéré un peu comme désuet aujourd'hui, vous le remettez au goût du jour et vous faites en fait un peu du street art avec de la laine, on peut le dire. Voilà, c'est exactement ça, c'est du street art avec de la laine. Il y a aussi des yarn bombeuses du coup qui se servent aussi de cet art pour faire passer des messages un peu plus politiques ou des choses comme ça, comme pour le street art en fait. Mais alors le tricot, c'est réservé au club du 3e âge ou pas ? Nous, en fait, de notre génération, on a connu le tricot assez longtemps, tandis que les jeunes le redécouvrent. Et c'est une façon effectivement plus ludique
de faire découvrir aux jeunes le tricot, et ça leur donnera peut-être des idées quand ils verront les arbres ou le mobilier urbain recouvert de nos travaux. Ça leur donnera peut-être l'envie de faire du tricot, peut-être, faut espérer. Cette enquête ne pouvait pas s'arrêter là. Malgré la pression des lobbies, il nous fallait tirer tout ça au clair. Direction la gare Saint-Sauveur pour rencontrer une experte et ses disciples. Le tricot y est à l'honneur tous les jeudis, et nous, on a voulu en savoir plus. Bonjour, on est avec Annick et ses amis à la gare Saint-Sauveur pour un cours de tricot. Alors Annick, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les instruments qui permettent de réaliser vos ouvrages? Comment ça fonctionne? Il faut déjà des aiguilles à tricoter, ce qui est déjà une bonne chose, de la laine aussi, et puis un projet, c'est tout. Et de la bonne volonté, surtout. Mais alors finalement, il y a plein de techniques différentes dans le tricot. Oui, il y a des aiguilles circulaires, là c'est à 4 aiguilles, il y a du crochet, il y a un tas de choses. Il y a deux points dans le tricot, le point endroit et le point envers. Après c'est une combinaison de ces deux points qui fait qu'on fait des ouvrages différents. Et parfois le tricot procure des sensations inoubliables. Je me souviens, j'avais 12 ans, j'ai fait une petite couverture pour mettre au-dessus d'un petit landau. Et ben c'était toute une histoire, hein, c'est vrai. Hein. Vous êtes un peu des vandales du tricot en fait. En quelque sorte, oui. À Roubaix, il y a le gang des tricoteuses. Alors on voit dans votre groupe, vous n'êtes que des femmes. Est-ce que c'est pas ouvert aux hommes, ou est-ce que ce sont les hommes qui ne veulent pas venir? Déjà pour les femmes, on a dévalué l'image. Pour l'image de quelqu'un qui tricote, c'est une mémé au coin du feu avec son chat sur ses genoux. Et c'est pas ça du tout. Donc automatiquement, si on dit en plus un homme qui tricote, on l'imagine comme un grand-père, ça va encore déraisonner. Mais vous savez que le tricot au départ n'était fait que par des hommes. Quand on voit Gandhi qui file la laine, il a suivi ce que ses ancêtres faisaient. donc les gens les plus sages tricotent. Voilà. Donc j'atteins l'extrême sagesse. Donc le tricot, c'est un instrument de paix. On ne joue pas à la guerre avec les aiguilles. Donc on peut dire que l'amour est plus fort que la laine? Oui. Allez les filles, à jeudi prochain. Et notre dernier intervenant, Gaspard, nous a rejoint pour en parler. Bonjour Gaspard. Bonjour Camille. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience tricot? Eh ben déjà, je voudrais vous dire merci. Merci de donner une tribune aux amateurs de tricot. Donc voilà. Et moi, ce que j'ai retenu de cette expérience-là, c'est que le tricot, c'est une philosophie, c'est se détendre, se vider la tête, etc. Et en fait, on peut voir dans le reportage que c'est plutôt un public senior féminin qui s'y intéresse, mais justement, ces femmes-là ne sont pas du tout fermées à accueillir un public plus jeune et plus masculin. Donc, si vous avez envie de tricoter, c'est l'occasion. Et vous aussi? Oui, je m'y mets activement, oui. Parlez-nous un peu plus de ce fameux gang de tricoteuses. Alors, le gang des tricoteuses, c'est un gang qui sévit sur Roubaix depuis 2011. Et en fait, ce sont des femmes qui ont entre 30 et 70 ans et qui réalisent des projets artistiques autour du tricot. Elles ont récemment exposé au musée de la piscine à Roubaix et elles sont même intervenues dans un projet avec l'école de mode qui s'appelle S-Mode, qui est également à Roubaix. Donc, voilà. Très bien, merci Gaspard. Et c'est la fin de ce T'as vu, merci de nous avoir suivis. On vous retrouve vendredi prochain à la même heure pour un nouveau magazine. Excellent week-end à vous.